yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Les urgences pour l'Afrique, disons que c'est les urgences pour toute la communauté internationale, c'est-à-dire prendre les mesures qu'il faut pour faire face à cette pandémie, protéger sa population. Donc chercher d'abord à guérir, ou en tout cas à peut-être pas tout de suite se débarrasser de ce virus, mais à le circonscrire pour qu'il touche le moins de population possible. Et donc ça interpelle d'abord le système sanitaire. Mettre en place un système efficace qui puisse faire face à la situation, tant du point de vue des ressources que du point de vue du personnel. Mais pour les ressources, évidemment, nous savons que la plupart de nos pays, malheureusement, n'ont pas mis les ressources nécessaires dans le système sanitaire, et si bien que nous avons des systèmes de santé défaillants. Et cela se voit un peu partout. Donc, nous avons fait appel, je crois, à la solidarité internationale, puisque je pense que l'Afrique doit d'abord essayer de mobiliser cette solidarité au niveau interne, au niveau de l'Afrique elle-même. Nous avons vu ce qui se passe avec Madagascar, mais également la solidarité au niveau avec d'autres pays. Je crois que Cuba est un exemple de solidarité avec les pays africains. Ils ont envoyé des médecins dans pas mal de pays africains. On aurait pu demander leur aide. La Chine, d'autres pays du Sud ont également. Actuellement, nous voyons ce que fait le Maroc vis-à-vis d'autres pays africains. Donc, c'est un ensemble de moyens, de politiques qu'il faut mobiliser pour d'abord arrêter cette pandémie et ensuite penser bien sûr à ses conséquences économiques et sociales et même politiques. Bon, moi j'ai une lecture un peu différente parce que nous avons des économies extraverties. Évidemment, l'Afrique ne peut pas être épargnée. Et d'ailleurs, tous les scénarios qui ont été avancés par les institutions internationales et par les institutions africaines montrent que l'Afrique sera durement affectée par la crise économique internationale. Quand elle parle d'idées nouvelles, de sa part, ça m'étonnerait parce que je pense qu'elle va parler de moins de corruption, la bonne gouvernance, parce que vu son parcours, ça m'étonnerait qu'elle vienne avec des idées vraiment qui rompent avec le système dominant. Or, pour moi, je me situe à l'extérieur de ce système dominant, c'est-à-dire rompre avec les politiques néolibérales, que l'Afrique essaie de mettre en place des politiques de développement qui rompent avec ce que conseille la Banque mondiale et FMI, toutes ces officines néolibérales. Ça va être difficile parce que d'abord, l'État a toujours, d'une certaine manière, négligé ce secteur. Il a mis l'accent sur ce qu'on appelle le secteur formel. C'est le secteur public et le secteur privé formel. Or, la difficulté qu'a l'État de soutenir le secteur informel est liée au fait que d'abord, le secteur informel est très difficile à gérer, tant du point de vue de sa production, au contrôle de sa production, parce qu'il n'y a pas un système de comptabilité qui puisse aider l'État à comprendre un peu ce qui se passe dans ce secteur. Et d'autre part, le secteur informel a des problèmes
pour avoir accès au financement bancaire, puisque les banques, malheureusement, la plupart des banques dans notre pays sont des banques étrangères, des filiales de banques étrangères, et préfèrent ne pas trop s'avancer dans le financement du secteur informel. Alors moi je suis sceptique sur la possibilité pour l'État de pouvoir venir à l'aide du secteur informel. Il va continuer à tâtonner, mais je pense que peut-être qu'à la sortie de cette pandémie, il y aura une réflexion sur la nécessité de changer de cap. Le secteur des services, c'est vrai que quand on regarde la composition du produit intérieur brut, le secteur des services occupe la première place. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est un secteur qui est contrôlé pour l'essentiel par le capital étranger. Je prends le cas de la Sonatel par exemple, dans le secteur des télécommunications. Alors, c'est un secteur dont le développement bénéficie peu à l'économie du pays. Et donc, il faudrait que un gouvernement qui veut retenir les revenus générés par le secteur des services ait une politique endogène, c'est-à-dire promouvoir des secteurs qui sont contrôlés par les Sénégalais et pour que les revenus générés puissent rester dans le pays et même être investis pour pouvoir élargir le produit intérieur brut. Mais aussi longtemps qu'on reste dans le système actuel, nous ne profitons pas beaucoup des revenus générés par le secteur des services. Alors pour les jeunes, je vous dis déjà que selon les chiffres officiels, plus de 15% de la population active jeune est au chômage. Alors, comment faire pour inverser ce taux de chômage, c'est-à-dire pour que les jeunes puissent avoir des emplois décents et ne perdent pas la vie sur en Méditerranée ou en Libye, comme cela se passe actuellement, malheureusement. Par conséquent, quand on évoque ces deux secteurs, pour moi, l'État n'a pas, en tout cas au moment où nous parlons, l'État n'a pas de politique cohérente pour que ces deux secteurs, le secteur des services et le secteur de la jeunesse, puissent pleinement profiter à l'économie sénégalaise. Maintenant, au sortir encore, parce que tout le monde parle de post-Covid, et je crois qu'il y aura une réflexion qui va être menée sur comment endogéniser les différents secteurs pour que ça profite à l'économie sénégalaise et ça profite à la population sénégalaise. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, je suis contre ces alliances-là, parce que ces alliances font partie du système néolibéral que j'ai dénoncé tantôt, et elles travaillent pour les multinationales. Mais peut-être que le Sénégal ferait mieux d'emprunter plutôt à la bourse des valeurs à Abidjan, où il y a des liquidités que les institutionnels africains, même de la sous-région, mettent à la disposition des États. Moi, je pense que fondamentalement, il faut changer de cap. Changer de cap, ça veut dire changer de politique. Je parlais tout à l'heure d'endogéniser les politiques. C'est-à-dire faire confiance aux Sénégalais. On a parlé de créativité pendant cette pandémie. On a vu des jeunes, des groupes qui pouvaient inventer des choses que personne n'imaginait. Voilà, je pense que ça, c'est des pistes qu'il faut soutenir et faire confiance donc à ces jeunes, à ces groupes,
faire confiance bien également au secteur privé sénégalais, puisque ils font partie de la solution, mais surtout au niveau de l'Afrique, accélérer l'intégration du continent, au niveau de la CEDEAO, au niveau sous-régional, au niveau continental. Il y a la ZLECA, qui devait entrer en vigueur le mois prochain, mais c'est rejeté au mois de janvier 2021. Mais c'est très bien, il faut aller dans ce sens-là. La question de la monnaie de la CEDEAO, il faut également que tous les 15 pays membres respectent la décision du 29 juin 2019 pour aller vers la monnaie unique. Ce que Alassane Ouattara et Macron ont fait, c'est contre les intérêts de la CEDEAO. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit ne comptez pas sur les autres. Parce que l'aide, entre guillemets, au développement, c'est de l'arnaque pure et simple. Parce que cette aide, ce n'est pas pour nous, c'est eux-mêmes. C'est pour aider leurs entreprises à gagner des marchés chez nous. C'est pour aider leur pays à contrôler nos pays, même sur le plan politique. Et aujourd'hui, je crois que nous avons la chance, même si c'est dans la douleur, la chance pour les chefs d'État africains et pour les citoyens africains de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Compter d'abord sur nous-mêmes. Et si on le fait, les gens vont voir que les choses vont changer de manière absolument positive. Parce qu'on aura compris que nous avons assez de ressources et qu'une meilleure gestion de ces ressources nous permettrait d'avoir un développement endogène qui crée de la valeur pour les peuples africains et qui laisse cette valeur créée en Afrique.